Faut gratter ce bouchon là. Et Autant qu'on peut là. Voilà. Oh putain. Et c'est quoi, il y a quoi là-dedans? C'est du marc c'est du marc de. C'est pas un alcool qui fait 220 degrés. Entrée du morning. Elle est en plein concert. Non, voilà, monsieur Prader. Il y a un peu bouchon, mais on est à Paris. On est à Paris avec bouchon. Ah oui, complètement. Ils tiendront pas la soirée. À Europe 1, j'ai travaillé de 1955, la création, jusqu'à 1986. Santé Jean-Pierre. Santé, Chibardi. Relevez Jean-Pierre. Relevez Jean-Pierre. Pierre Bellemare, c'est vraiment une émotion chez moi d'avoir enfin rencontré Pierre Bellemare. Ça sent, moi je crois que c'était du café, c'est un petit verre. Un coup comme ça te tue. Je croyais que c'était du vin, moi, dans le café, tellement ça. Vous voyez, regardez. En vérité, ce que vous m'avez fait faire là, dans le sens, c'est justement, ça vaut toutes les leçons qu'un professeur pourrait donner. Quand on était là-bas et que j'ai vu qu'on n'avait plus d'antenne du tout, sur une radio comme Europe 1, ça doit arriver une fois tous les 10 ans, vous voyez, donc c'est rarissime, quoi. Ça me tombe dessus à moi. Voilà pourquoi ça a coupé à un moment, on n'avait plus rien dans la radio, c'est parce que les antennes qui nous permettaient de se déplacer un petit peu partout sont dans le jardin, juste en bas. On veut pas être filmé. On est à la radio pour faire de la radio, on en a marre d'être filmé. Quand je t'ai dit que j'ai 45 ans, tu retires ton pantalon. C'est pas normal. Je retire pas, au contraire, je me rappelle. Ah bon, 45, on peut plus faire grand-chose. Ouais, d'accord. Merci. Doucement. On va faire du son dans ces conditions. Regarde dans le bazar, tu vois. Ne regarde que le bazar. La particularité de la météo Europe 1, c'est Europe 1 qui fabrique ses propres prévisions météo. On vous offre ce modeste cadeau. C'est une petite bougie, hein, si vous voulez, avec un gâteau que vous prendrez à la fin de l'émission. Voilà, et la bougie, je vous remercie. Du PSG marqué par Mario Yepes. Le jour où on prend Coluche pour le premier jour de juillet, il s'est installé ici devant cette porte et il a fait venir 2 tonnes sans me prévenir, 2 tonnes de sable. Et ils ont fait toute l'émission en direct avec toutes les voitures qui passaient et la police qui de temps en temps voulait faire évacuer parce qu'évidemment on n'avait pas demandé l'autorisation. Jerry Seinfeld répond à toutes les caméras qui sont là. Il y a 30 ou 40 caméras. Et nous on va aller se mettre au bout du tapis en espérant qu'il aura encore envie de nous parler quand il y arrivera. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Oui. On a trouvé quelqu'un qui a 28 ans et qui adore votre émission. Philippe, bonjour. Oui madame. Signature, parce que j'aime beaucoup votre émission. Quel est votre prénom? Fabienne. Fabienne, hein? Ouais, je vous écoute chaque matin. Faut le ceinturon. Avez-vous tous mangé un steak de charolais déjà? Si je devais choisir le Premier ministre du rire, je pense que je choisirais Canteloup. Il a fait une campagne électorale magnifique. Et lui, il a été élu. On lui donne l'Élysée. Bonjour à tous. Merci d'apprécier. Je suis heureux et impressionné de vous retrouver aujourd'hui aussi nombreux pour expliquer la rentrée d'Europe 1 et vous offrir l'occasion d'interroger avec moi toute l'équipe d'Europe 1. Vous venez de voir en image le potentiel d'Europe 1, la radio qui se regarde aussi. Il y a 2 ans, nous promettions de transformer cette entreprise, de faire d'une radio un média qui s'appuie sur l'antenne mère et qui en propose plus encore. C'était une nécessité absolue, à mon avis. La transformation est en cours nettement. Les faits sont là. Nous avons produit plus de 500 films. Nous sommes partenaires fondateurs de Google, ici représentés d'ailleurs, pour le lancement de YouTube France. Et nous sommes la seule radio française aujourd'hui à y diffuser une chaîne. Plus de 2 millions de vidéos ont été soit téléchargées, soit visionnées. Et surtout, en juin, Europe1.fr a atteint son record historique, 877 000 visiteurs uniques selon l'enquête Nielsen, plus que tous nos concurrents directs, sauf un, qui est à moins de 15 000 devant nous. Mais nous regardons maintenant au-delà du million. C'est pour nous la preuve qu'Europe 1 séduit,
Pas une preuve par les discours, une preuve par les actes, par les images et par les chiffres. C'est aussi le constat qu'Europe 1 attire. Les leaders du secteur digital cherchent à associer Europe 1, comme Google, mais aussi Apple, Orange, SFR, MySpace, avec qui nous travaillons. Cette mutation transforme Europe en profondeur et pour le long terme. Et c'est pourquoi nous aurons aussi l'occasion d'en parler bientôt, je pense, avec de nouveaux partenariats, de nouvelles initiatives et de nouveaux projets ambitieux. Mais place maintenant à ce qui nous rassemble ici ce matin, l'état d'esprit d'Europe 1, ses programmes et ceux qui vont les incarner. Je veux être très clair avec vous d'emblée. Europe 1 entre aujourd'hui dans une nouvelle phase, une phase de conquête. Europe 1 sort d'une transition de 2 ans pour stabiliser l'audience, même si naturellement et évidemment on pouvait faire mieux, et pour intégrer la transformation digitale. C'est maintenant un acquis. Pourquoi cette phase de conquête? Puisque sur les cibles commerciales, les 25-49 ans ou les 15-49 ans par exemple, nous enregistrons en ce moment des résultats prometteurs. Pourquoi fixer un nouveau cap alors que jamais nos auditeurs n'ont été aussi fidèles et que nous bénéficions, selon Constance Binquet, qui doit être par ici, là, d'une solide confiance des annonceurs? Parce que ça ne nous suffit pas. Pour nous, Europe 1 vaut beaucoup plus. Nous voulons obtenir des résultats, c'est-à-dire davantage d'auditeurs fidèles, voire plus encore. Et à ceux qui nous connaissent peu ou qui nous connaissent mal, nous voulons démontrer que l'offre d'Europe 1 est la plus riche, la plus impertinente et la plus libre du marché. Ah, ce marché radio n'a sans doute jamais été aussi concurrentiel. Le mercato de l'été a fait tourner bien des têtes. De notre côté, loin de cette agitation, nous sommes armés pour cette bataille en affirmant notre identité avec fierté et bien sûr en ne faisant aucun compromis sur la qualité. Sur les 76 quarts d'heure de la journée, près de 50 changent complètement. Autrement dit, près des 2/3 de l'antenne vont bouger, sans compter les innovations du week-end. Depuis 10 ans, 2 fois 5, Europe 1 n'avait jamais autant changé. Cet été, c'est vrai, nous avons tout remis à plat pour corriger ce qui devait l'être. Nous n'avons pas eu peur de tout remettre en cause, et nous-mêmes. Nous avons cherché à comprendre ce que nous faisions moins bien, et là où nous étions parfois les meilleurs. Nous avons misé sur des concepts gagnants, plutôt que sur les effets de mode ou les effets de manche. En matière de radio, l'homme ou la femme providentielle n'existe pas. Il n'y a ni Messi, ni Zorro, ni Gourou, mais une équipe, j'ai envie de dire, la sélection Europe 1. Vous allez donc entendre, cette année, plus et mieux d'Europe 1. Comment? Europe 1 change de tempo. Nous proposons de nouveaux rythmes pour devenir plus simple et plus harmonieux, être plus efficace et répondre aux attentes des auditeurs, du marché si vous voulez, laisser plus de place à la mobilité, c'est-à-dire à la vie, à l'instantané et au direct, qui est depuis si longtemps la marque, la clé, le symbole d'Europe 1. Et cette souplesse sera au cœur d'une grille plus claire, plus cohérente, plus lisible, avec de vrais repères réguliers et des personnalités qui incarnent de longues tranches. Vous allez les voir, ils vont s'exprimer tout à l'heure devant vous, mais je dis rapidement. 5-7 le matin, Thierry Fréret. Jacques Pradel pour le nouveau 7-11, 4 heures d'antenne. Il y aura d'ailleurs 2 Pradel, il nous le dira. Jean-Marc Morandini avec la rédaction pour le 11-14. Guillaume Durand qui revient, et je m'en félicite et m'en réjouis, pour le 18-20 heures. Et je n'oublie pas ceux qui ont trouvé que ces formats longs pouvaient fonctionner. Jackie Gallois pour les 6-9 du week-end, Pierre-Louis Basse pour les 12-14 du week-end et les 20-23 heures de son club, Bienvenue au club du lundi. Tous ont mission d'accueillir les auditeurs, d'échanger avec eux et de mettre en valeur le travail des journalistes. Ce sont de très grands professionnels du journalisme et de la radio, ce média si singulier. Ils incarnent l'état d'esprit d'Europe 1. Ils sont curieux, batailleurs et libres comme elle. À l'intérieur de ces directs, ainsi que sur le reste de la grille, nous ouvrons Europe 1 à de nouveaux noms, tous venus d'horizons différents, mais avec un point commun, l'audace et la liberté. La compétence, n'en parlons pas, c'est évident.
Ils sont là pour lutter contre les idées reçues, les modes d'un jour, les consensus éphémères. Ce sont des symboles de l'anticonformisme. Jacques Attali chaque dimanche, Pierre Aski de rue 89 en alternance avec Catherine Ney à 7h42 chaque matin. Jean-François Kahn et Jacques Marseille pour le Marseille-Cannes du samedi matin, 8h42. Olivier Duhamel et Michel Field le dimanche matin. Frédéric Bonneau, que nous sommes ravis d'accueillir, que vous avez déjà entendu avec Jean-Marc Morandini. Maude Fontenoy, qui a réussi un nouveau challenge cet été sur Europe 1. Elle a traversé l'été en étant toujours la première. Elle aime les risques autant que nous, c'est bien, elle sera avec nous. Faustine Bollard, qui prend les commandes des débuts d'après-midi. Vous commencez dès cet après-midi. Bonne chance. Christian Buchet pour la première chronique radio en prime time, comme on dit, sur le développement durable, l'environnement et l'écologie. Et ces nouveaux tempéraments confirment le talent éclatant de l'essentiel, de l'indispensable Nicolas Canteloup, 8h45, même s'il m'en fait voir de toutes les couleurs. Frédéric Tadei, dont l'émission s'impose comme une référence, qui est maintenant de plus en plus imitée un peu partout, et qui continue à surprendre chaque jour. Laurent Ruquier, qui, en plus de On va se gêner, sera désormais en direct chaque matin à 7h25 pour un billet d'humour. Et ils seront rejoints par Laurent Baffy, qui arrive chaque dimanche matin pour une grande émission d'humour. Il nous dira tout à l'heure le titre choc qu'il a choisi lui-même. Mais ce que je veux dire, c'est que cette équipe me semble en résonance avec la société française telle qu'elle évolue, avec son envie de changement, son adaptation à la nouvelle donne de la mondialisation et dans le respect de son identité. La société française a, nous dit-on, et c'est même une certitude, besoin et réclame des échanges, de la confrontation, de la contradiction sans complaisance. Sur Europe 1 et avec Europe 1, elle en aura. Des opérations spéciales. Cette grille souple et vivante fera vivre les opérations spéciales sur lesquelles nous allons investir davantage cette année. Le sport. Notre service des sports, dirigé par Nicolas Fourou, propose chaque soir Europe Sport, qui est l'émission numéro 1 sur le sport, en dépit des prétentions de quelques rêveurs. Et il sera cette année très sollicité avec les Jeux Olympiques de Pékin, évidemment. Bientôt l'Euro de foot. Giroud est déjà là, et il sait tout. Et dès maintenant, la Coupe du Monde de rugby qui mettra en valeur un Dream Team de consultants avec Fabien Galtier. Merci d'être avec nous. Vous allez dire quelques mots tout à l'heure. Et Pierre Abaladejo, qui est à Madrid. Ça va, Pierre? Oui, impeccable. Alors, qu'est-ce que vous faites à Madrid? Non, je suis là dans une réunion qui traite de l'esprit sportif et j'avais promis à l'ambassade d'être présent, alors me voilà à Madrid. Donc vous êtes prêt pour la compétition de rugby. Est-ce que en Espagne, on est aussi atteint qu'en France, mais je ne crois pas, par la mode envahissante du rugby? Il faut dire que non, que le sport roi ici, mais le sport roi dans le monde reste quand même le football, qui est universel. Ouais. Et puis, bon, eh bien, peut-être que les Espagnols, petit à petit, ils viendront un peu. C'est ce que je leur souhaite, parce que ce serait faire le signe d'une bonne éducation. Parce que pour appartenir au rugby, eh bien, il faut avoir une certaine... Voilà, vous serez demain avec nous et vendredi matin avec Fabien Galtier, je vous recevrai à 8h20 et vous dialoguerez entre 9h10 et 9h30 avec les auditeurs sous la houlette de Jacques Pradel. Vous avez plaisir, je pense, Fabien Galtier, à accompagner Pierre Albaladejo. Vous êtes passé du stade, je vais vous donner ce micro, du stade au micro d'Europe 1. Et je crois même de France 2. Comment ça va? Comment vous vous êtes préparé, vous aussi? Moi, je fais ça naturellement, avec beaucoup de plaisir et beaucoup de passion. Je suis toujours dans les stades, puisque j'entraîne toujours l'équipe de rugby du Stade français. J'essaie de faire partager et de faire découvrir la culture de ce sport qui est parfois un petit peu complexe à comprendre. Voilà. Quels sont les principaux adversaires de l'équipe de France? Je pense qu'il y a quelques équipes qui ont des vertus et des compétences. Je pense aux All Blacks, notamment, qui sont les favoris. Je pense aux Australiens, je pense aux Sud-Africains et peut-être les Argentins, les Irlandais, les Anglais. Les Anglais qui sont champions du monde en titre, donc ça fait à peu près... ça en fait 7, quoi. Enfin, je ne prends pas beaucoup de risques. Je ne vois pas le Portugal ni la Géorgie. Le 15 de France, tel que Bernard Laporte l'a choisi hier, sélectionné,
pensez que vous n'allez pas dire le contraire, mais c'est l'équipe qui est la mieux prête pour la compétition? Je suis très heureux parce que dans l'équipe de France, dans la composition pour vendredi, il y a beaucoup de gens du Stade français. Il y a 5 Parisiens, 4 titulaires en remplaçant du Stade français. Et en face, il y a l'équipe d'Argentine. Et dans l'équipe d'Argentine, il y a 5 Parisiens. Donc je me sens un petit peu concerné. J'ai l'impression de jouer un petit peu puisqu'il y aura 10 Parisiens dans Qu'est-ce que le vous match. leur avez donné comme recommandation? Je les ai eus il y a peu de temps, tous ensemble. On s'est tous réunis pour échanger. Il y avait les Argentins et les Parisiens. Et j'aurais dit simplement de nous faire rêver, de bien jouer. C'est tout. Ouais. Vous comprenez que la France est en train de s'enflammer pour le rugby. Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Écoutez, nous, on est heureux. Notre sport est en train d'être découvert. Il connaît une nouvelle popularité. Je pense qu'on doit rester les mêmes. On ne doit pas changer. On ne doit pas chercher à copier le football qui est un sport unique. On doit conserver notre culture. Et si les gens aiment ce jeu, si les gens aiment notre culture, eh bien, à nous de leur faire partager. Mais je crois qu'il faut rester ce que l'on est, être un peu conservateur. Le monde professionnel est nouveau pour nous. Ça fait depuis 1995 que c'est un sport professionnel. Il connaît une réelle popularité. Mais je pense qu'il faut conserver nos valeurs. Voilà. Vos valeurs, c'est-à-dire vous battre, vous cogner sur le stade et après vous réconcilier en sortant. C'est ça, un sport de voyous pratiqué par des gentlemen. Voilà. Merci. Vous pourrez l'interroger tout à l'heure, Fabien Galtier. Parmi les opérations spéciales, 8 grandes capitales. Régulièrement cette année, Europe 1 s'évadera pour un tour des grandes capitales du monde, pour voir tel qu'il est. Nous installerons nos studios à Pékin, Shanghai, New Delhi, Berlin, Londres, Tanger, Varsovie, dans la Silicon Valley pour sentir en quelque sorte le pouls des autres. Et Europe 1 est déjà présente à Pékin, où nous attend Anthony Dufour, en images et en son si tout va bien. Bonjour. Bonjour. Oui, il y a un léger décalage pour l'image. Alors vous êtes installé devant votre ordinateur et vous avez votre petite caméra. Exactement, ça fonctionne. Alors, Anthony Dufour, il y a beaucoup de produits qui sont de plus en plus exportés et vendus vers l'Europe et la France, vous nous le disiez ce matin, et à Olivier Beneuf. Oui, effectivement, et c'est vrai que, prenons l'exemple, aujourd'hui c'est la rentrée scolaire, donc c'est une grande proportion des stylos, des cartables, même des cahiers ont été fabriqués en Chine. Ça pose des questions sur la qualité, on entend en ce moment sur leur sécurité. Et puis, à contrario, en France, en ce moment, le prix de l'essence, le prix du beurre augmente, et bien c'est aussi à cause de la Chine. Donc il est évident que la Chine aujourd'hui, c'est pour nous l'endroit où l'actualité résonne concrètement avec le quotidien des Français. Et donc eh bien, il faut être présent, savoir ce qui s'y passe. Un petit détail important, je crois que les 3/4 des radios sur lesquelles on peut écouter Europe 1 sont fabriquées en Chine. Il est quelle heure à Pékin? Plus 7, 8 18 heures. Oui. Bon, mais à Pékin, c'est en Chine, c'est déjà la folie des Jeux olympiques. Est-ce que vous vous rendez compte régulièrement des changements progressifs? Oui, on se rend compte que la pression monte, qu'il y a des changements, certes, dans la manière dont la ville est organisée, dans la vie des habitants de Pékin et de toute la Chine est en train de s'organiser pour ces Jeux Olympiques. Finalement, ce sont des Jeux, c'est un grand événement sportif, on va évidemment le suivre pour cela. Ce sera d'ailleurs intéressant en radio, puisque essentiellement les grandes compétitions, les grandes finales auront lieu le matin, et donc dans les horaires matinales, les horaires très intéressants, la radio aura un vrai avantage concurrentiel sur tous les autres médias. Mais on sent aussi qu'à travers ces Jeux, on va tenter de comprendre les changements qui sont en train de bouleverser la Chine. Ce sont des changements qui, on vient de le voir, sont vraiment des changements qui ont un impact permanent dans notre quotidien. Et c'est pourquoi il y a un intérêt pour l'Asie, un intérêt pour la Chine qui ne cesse de grandir. Et je vous annonce, peut-être vous rassure, Europe 1 sera présent au printemps à Pékin. Le printemps de Pékin, nous allons le vivre dans la préparation progressive des Jeux Olympiques. Europe 1 vous rejoindra. Est-ce que je peux demander, merci Anthony, à Giroud. Je suis heureux, Giroud, que vous soyez venu, voilà des micros, de Corse spécialement pour être avec nous. Je sais votre fidélité, vous connaissez la nôtre. J'ai cherché la traduction de mot grinta. Vous avez dit, j'ai plus la grinta. Je sais que pour tout ce qui concerne Europe 1 et les médias, vous avez la grinta. Mais qu'est-ce que c'est? Oui, j'ai voulu faire un petit recyclage. Ça faisait 2 ans que j'avais arrêté d'être entraîneur. Je l'avais été pendant 46 ans. Et puis je commençais à oublier un petit peu. Donc je suis allé faire un recyclage de 65 jours à Lens. Et je me suis aperçu que peut-être, l'avenir de cette équipe nous le dira,
je n'avais plus la même efficacité que celle qui m'avait accompagné dans ma carrière. Et je suis allé dire au président que je lui ai demandé de me libérer et de prendre un jeune. La grinta, qu'est-ce que c'est? La grinta, c'est pas, le mot n'est pas de moi, il est de la presse. Moi, j'avais parlé d'enthousiasme, de faculté de renverser les montagnes, de faculté d'entraîner un groupe d'une manière un peu surnaturelle que j'avais parfois eue. Et j'ai senti que peut-être ça n'était plus intact. Alors voilà, ça doit être ça la grinta. Alors, mais gardez le surnaturel, comme vous dites, à la fois peut-être pour la Coupe de rugby avec Nicolas Fourou et les équipes, vous y participerez, mais surtout ce qui se prépare l'an prochain pour le foot, l'Eurofoot. Oui, c'est l'Euro au printemps. D'abord, il y a la qualification pour la France, beaucoup la semaine prochaine, samedi et mercredi. Et puis il y aura l'Euro de toute façon, avec ou sans la France, avec son sélectionneur assis, debout ou dans la tribune. Et donc, nous serons évidemment présents. Vous voulez qu'il soit où, vous? Chez lui ou sur la tribune? Non, moi je souhaite qu'on arrange un petit peu, qu'on le laisse diriger l'équipe de France. Sinon, on penserait que Michel Platini a trop pensé à ses origines. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est d'origine italienne. Comme Christian Villeneuve, directeur des rédactions, vous écoute, du groupe. Oui, si Domenech ne bénéficiait pas d'un sursis, je crois que c'est en ce moment, c'est peut-être tombé. Toute la France, tous ceux qui aiment le football seraient navrés. Mais il a eu raison ou tort de dire qu'il y avait des tricheries en Italie? Il avait peut-être raison, mais il n'avait pas les preuves. Alors, quand on accuse les gens, il faut avoir des preuves. On voit que vous avez gardé la grinta, l'enthousiasme pour, en tout cas, les commentaires. Restez avec nous, nous sommes très heureux de vous avoir. J'ai dit aussi des opérations spéciales dans 8 grandes villes du monde, 8 grandes villes françaises. L'actualité politique et culturelle ne s'arrête pas. Europe 1 ouvrira les municipales en se rapprochant des enjeux avec de grands directs dans une dizaine, 8 villes. Grâce à un partenariat imaginatif avec le syndicat des télévisions locales, les Local TV, que représente Gilles Crémilleux, nous avons signé un accord. Vous pourrez même voir nos émissions réalisées à ces occasions, comme nous l'avons fait récemment avec TV7 Bordeaux pour la fête du fleuve, la fête de la Garonne. N'est-ce pas, Stéphane Place? Il paraît qu'on s'en souvient encore à Bordeaux. Ah oui, ici, effectivement, on continue à parler de cette manifestation et de l'association originale qu'on avait proposée, puisqu'en fait, le studio d'Europe 1 qui était installé, vous vous en souvenez, sur les quais de Bordeaux, puisqu'il y a eu près de 300 000 visiteurs en quelques jours, le studio d'Europe 1 est devenu un studio de télévision dans la mesure où nos émissions ont été captées, filmées par TV7, on a fait de vraies émissions. Et nous continuerons. Pierre-Louis Bas sera samedi à Bordeaux, après le match du 7. Et tout est prêt pour que la coopération avec différentes villes s'organise, Stéphane, dont la vôtre. On va continuer effectivement dans la foulée avec dès cette semaine Pierre de Vasse qui vient à Bordeaux et une association reconduite avec TV7. Ça nous servira de pilote, de modèle pour continuer à travailler avec les télévisions locales. C'est un partenariat qui n'existait pas et que Europe 1 a inventé. Merci Stéphane. À vous tous, vous trouverez à la fin de cette réunion, dans le dossier de presse, le déroulé détaillé de la grille. Vous verrez une brochure qui est, à mon avis, très drôle et réussie. Et là, en l'écoutant les uns les autres, vous allez voir, on a l'impression de ressembler à Bernard Laporte ou à Raymond Domenech. Les piliers et les nouveaux sélectionnés forment un groupe dont l'ambition n'a pas de limite. Je répondrai dans quelques instants aux questions que vous aurez peut-être envie de nous poser, l'équipe qui est avec moi aussi, mais j'aimerais lui donner d'abord la parole. D'abord en faisant appel à ce qu'on appelle les encore-men. Certains vont venir sur cette tribune et il y en a un qui est déjà à l'antenne. Nous sommes probablement en direct avec Jean-Marc Morandini qui a commencé son émission de 3 heures, le Grand Direct 11-14 avec la rédaction d'Europe 1, avec aujourd'hui Luc Évrard, des invités, des auditeurs qui échange, qui dialogue, etc. Jean-Marc. Bon, alors, le temps de la connexion. Vous avez remarqué qu'on a eu Bordeaux et Pékin très rapidement. Mais pour avoir les studios qui sont à 500 mètres, mais il faut savoir que c'est un petit exercice acrobatique que nous allons essayer de réaliser avec Olivier Beneuf, le directeur d'antenne et de l'exploitation technique qui est par là. C'est d'intervenir à l'intérieur, comme une incursion, dans l'émission que réalise en direct en ce moment. Il est quelle heure? Oui, midi moins 20.
Jean-Marc Morandini. Je suis heureux d'accueillir Thierry Fréré, Jacques Pradel, Guillaume Durand. Thierry Fréré, 5-7, c'est quoi ? 5-7, c'est la proximité, c'est de la convivialité, c'est de la chaleur, c'est de l'humanité, c'est de l'information, c'est de l'humour, c'est des nouveautés. Et la grande nouveauté de cette première tranche matinale, puisqu'on aura la chance, avec toute l'équipe qui m'entourera, d'ouvrir l'antenne, ce sera entre autres d'accueillir en direct les auditeurs sur l'antenne d'Europe 1 qui pourront s'exprimer sur un sujet d'actualité autant que possible grand public qui aura été décidé la veille par la rédaction en chef. Et les gens pourront, entre 5 et 6 heures, s'exprimer à 2 reprises. Dans quel état d'esprit êtes-vous avec ce nouveau défi personnel aussi et pour Alors, c'est un défi personnel. Je suis au sommet de ma forme. Une hygiène de vie et une condition physique remarquables. Un enthousiasme, tu peux confirmer, jamais démenti. Et en plus, puisque tu me demandes mon avis personnel, une très grosse satisfaction, très grosse récompense, voire reconnaissance, car il y a quelques jours encore, je fêtais mes 20 ans de maison. Guillaume Durand dans un instant, Jacques Pradel. L'une des innovations, c'est 7h, 11h avec Jacques Pradel. Est-ce que vous êtes dans la même forme que lui? Parce que vous, c'est 4 heures. Oui, d'accord, mais c'est un Jacques Pradel quand même par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Donc maintenant, je sais tout sur le vélo d'appartement. Je trouve que l'eau a très bon goût. Je me prépare également, évidemment, à ce qui va quand même être un marathon, mais je vous rassure, j'aurai qu'une seule identité. Mon rôle, tout le monde... Mais une identité, mais de rythme. Alors voilà, de rythme, parce que mon premier travail sera d'apporter effectivement du rythme, mais aussi de la chaleur humaine, de l'humour, pourquoi pas, d'être parfois l'ambassadeur des auditeurs dans les tranches d'information, mais je crois que mon premier travail sera surtout et je m'en félicite de remplir ce rôle cette année, de valoriser le travail de cette rédaction. Et je le dis pas pour faire plaisir, mais je considère personnellement que cette rédaction est une force de frappe formidable à tous les titres, ceux qui font les journaux, les correspondants en province, à l'étranger, les chroniqueurs. Jean-Marc Morandini en fait l'expérience. On est presque dans la chronologie. La grille des programmes d'Europe 1, on devrait être en liaison avec lui, Jean-Pierre Elkabbach. Nous sommes là, Jean-Marc, et nous étions en train de parler du 11-14, le grand direct que vous faites avec la rédaction, des invités, des auditeurs. Ça se passe comment et comment vous vous sentez depuis que vous avez commencé? C'est vrai qu'il y a comme un parfum de succès depuis que vous avez expérimenté le grand direct, c'est-à-dire le lundi 27 août. Alors, comment ça va? Alors, le grand direct, c'est vrai que c'était un vrai défi. C'était une façon de traiter l'information différemment, c'est-à-dire avec des rendez-vous fixes, avec de grands moments de l'actualité et en se servant surtout de toute la force de la rédaction d'Europe 1. C'est vrai qu'il y a énormément de journalistes ici. On a sans arrêt beaucoup d'informations. Donc, l'objectif est de mettre en valeur toutes ces informations le mieux possible. Vous avez des débats, vous avez des indiscrétions, vous avez des révélations. Des indiscrétions tous les jours à 12h40. C'est toute la rédaction qui donne ces indiscrétions. Il y a également un débat avec des invités surprises tous les jours à 13h15. On donne également la parole aux auditeurs sur un thème précis, un thème sur lequel on apporte toutes les informations à l'auditeur et puis ensuite, pendant une dizaine de minutes, on leur laisse la possibilité de parler. On a une chronique qui se veut aussi insolente. On leur laisse quand même la possibilité de s'exprimer. Bravo, bravo. Quelle chance ils ont de pouvoir parler. Exactement. Et puis, politiquement incorrect, c'est la chronique de Frédéric Bonneau qui vient, qui est totalement libre de parler, de balancer comme il sait bien le faire. Et il est là d'ailleurs, il en parlera tout à l'heure. Mais vous êtes prêt pour ce marathon, 3 heures chaque jour, 5 jours par semaine? C'est un vrai marathon, mais je suis pas tout seul. Il y a bien sûr toute la rédaction d'Europe 1 qui est là avec moi. Donc voilà, c'est une équipe et on travaille pour ça. Jean-Pierre, un mot peut-être pour les auditeurs qui nous écoutent. Vous pouvez peut-être nous dire les grandes lignes de la rentrée d'Europe 1 rapidement? Je vous le dirai ce soir, si vous voulez, parce que je ne veux pas trop tarder avec nos amis qui sont là. Et puis d'autre part, vous pouvez dire aux auditeurs que entre 18 et 20 heures, je vais animer une émission avec les principaux piliers de cette équipe ce soir, et eux-mêmes s'expliqueront, ils donneront la ligne, la philosophie, les invités de leurs émissions. Alors on peut donner rendez-vous entre 18h et 20h. Et puis vous rappelez avec moi, Jean-Marc, Faustine Bollard lance sa première émission cet après-midi. Elle sourit, mais je sais qu'elle a le trac. Et on lui souhaite bonne chance les uns et les autres. Et elle sera avec nous tout à l'heure jusqu'à 13h50 pour nous présenter un peu cette nouvelle émission. Bon, merci à vous, Jean-Marc. Bonne continuation jusqu'à 14h. Vous aussi, vous êtes prêts pour le marathon? Alors moi, 4 heures, oui. Moi, je suis complètement prêt pour le marathon.
Il manquerait plus que ça, parce que ça commence quand même demain. Je voudrais juste ajouter un petit mot un petit peu plus personnel. C'est que le fait que je me retrouve de 7h à 11h, c'est votre choix. Et j'ai pris, et ça m'a beaucoup touché, parce que je considère que c'est une marque d'estime et de reconnaissance professionnelle également. Et si j'en manquais, ça me donnerait encore plus d'énergie pour réussir le pari. Mais n'en faites pas trop, nous allons être critiqués l'un et l'autre. C'est pas grave. Guillaume Durand. Guillaume Durand. Bravo, merci. Europe 1 te manquait peut-être, mais tu manquais à Europe 1. On est content de ton retour. Guillaume. Ben, moi, je suis ravi aussi. J'ai le trac. J'ai l'impression d'avoir jamais quitté cette maison. J'ai à peu près le même enthousiasme que mes deux voisins. Mais heureusement, pas au même horaire de lever. Parce que Thierry, debout à 1h du matin... Je sais que quand je t'ai proposé de faire le 7h, 9h, tu m'as dit plutôt voilà, plus tard, si je puis dire. J'ai donné, j'ai fait, c'est fantastique de travailler avec la rédaction le matin, mais je pense que c'est bien de passer à autre chose. Non, je suis vraiment ravi de venir. Tout à l'heure, je regardais, enfin, c'est une collection de souvenirs, l'histoire de Gildas avec Coluche s'installant avec des tas de sable dans la rue. Je m'en souviens comme si c'était hier, notamment quand il poursuivait une journaliste qui était venue interviewer avec des bouteilles d'évian, les jetant dans le couloir. Enfin, il y a eu une ambiance que j'espère que voilà, c'est ça un peu la marque d'Europe 1, c'est ça à quoi je suis très attaché. On va faire ça avec la rédaction, ça commence demain. C'est du travail plutôt que des mots, en tout cas aujourd'hui. Plaisir. Avec qui tu commences demain? Oui, ça fait partie justement un peu d'une marque de fabrique, je n'en sais rien. On a une équipe. Alors ça, j'ai toujours été tout à fait hostile à ce genre de choses, la programmation à très long terme. Demain, c'est demain, Jean-Pierre. Oui, mais... C'est comme ça que Europe 1 réussit les émissions vivantes. Mais tu sais ce que tu vas enregistrer cet après-midi pour l'émission littéraire de France 2, quand même. Absolument. Qui commence vendredi, tu le sais. Oui, absolument. C'est ce soir. Bon, très bien. Mais c'est un autre registre. Merci à vous tous. Tu seras à l'antenne de 18 à 20h avec la rédaction, avec Hélène Zellani qui est ici pour les journaux. Et tous les soirs, du lundi au jeudi et le vendredi, je suis heureux d'annoncer que Jérôme Dorville et Fabienne Lemoyle vont continuer le Club Europe 1 que nous avions lancé au moment des élections présidentielles et l'émission qui a si bien marché. Benoît Duquesne, je suis heureux que tu viennes dire quelques mots, toi qui nous as rejoints il y a quelques jours et qui est en train peu à peu de t'habituer au visage, aux têtes, au rythme d'Europe 1. Et encore une fois, je dis tout mon plaisir à te voir rejoindre la famille, Lagardère, si je puis dire, parce que je parle du groupe, et en tout cas Europe 1. Je rappelle que tu as commencé à Europe 1. J'ai commencé à Europe 1, c'était il y a longtemps, c'était il y a 25 ans dans ces eaux-là. C'est vrai que j'ai commencé là, c'est là que j'ai appris le métier. Et je suis comme Guillaume, c'est vrai que de revenir ici, c'est une émotion, c'est un défi. Quand tu me l'as proposé cet été, honnêtement, je n'ai pas beaucoup hésité pour ces raisons-là, parce qu'en général, je n'ai pas eu à regretter les propositions que tu m'as faites, et parce que, je me dis que la grille que tu m'as racontée, elle est belle, elle est ambitieuse, elle est large, et depuis, ça fait ma deuxième journée, je suis un peu submergé parce que j'apprends, parce que la radio a quand même pas mal bougé en 20 ans, ça fait 20 ans que je suis parti, et que je suis très très heureux à l'idée d'avoir toute cette belle équipe à manager. Est-ce qu'on peut rappeler qu'après Europe 1, tu allais à TF1, qu'avec Jean-Luc Manot, nous t'avons fait revenir à France 2 quand j'étais président de France Télévisions. Oui, tant mieux de le dire. Et qu'ensuite, tu as fait le 13h, complément d'enquête. Et moi, je compte sur ta dimension professionnelle, personnelle, sur ton autorité pour animer avec Jérôme Dorville la direction de la rédaction. Cette rédaction qui a un tel potentiel et qui a toutes les chances de le démontrer encore une fois cette année. Et je suis très étonné, je suis étonné, je ne devrais pas l'être, mais je suis quand même étonné en arrivant par ce foisonnement, par la qualité de ce que j'entends et par l'enthousiasme que je vois. Et tu continueras à présenter complément d'enquête sur France 2 en donnant la priorité à Europe 1, rassure ceux qui te poseront des questions dans ce sens. Bien sûr, et c'est une demande que j'ai faite, que tu as acceptée, que France 2 a acceptée. Mon équipe aurait mal accepté que je la plante au milieu du gué et qu'elle ne me retrouve pas à la rentrée, alors que pour certains, je les avais embauchés pendant l'été. Donc j'ai obtenu de continuer en allégeant mes responsabilités, puisqu'il y a un rédacteur en chef qui a été nommé pour effectivement prendre toute la responsabilité éditoriale de l'émission, puisque je sais, parce que c'est Europe, parce que c'est toi aussi, que je vais passer énormément de temps ici. Oui. Et c'est très bien. Et pour moi, c'est pas assez encore. Non. J'ai toujours considéré que c'était un plus
d'avoir un prolongement, soit dans la presse écrite, soit dans l'audiovisuel. Et je me rappelle que Jérôme Bellé et Yves Calvi, à la fois, étaient les responsables et les animateurs de l'émission C'est dans l'air, et qu'ils continuent à faire d'ailleurs, et que c'est toujours un enrichissement pour le média qu'on dirige ou qu'on anime et qu'on inspire. Surtout à des rythmes différents. Parce Voilà. que je redécouvre la quotidienne, l'heure, l'instantanéité, alors que je suis effectivement dans un magazine qui, lui, est plus sur le long cours. Oui, tu as raison de dire l'instantanéité, parce que ce ne sera pas seulement l'heure et les flashs à l'heure, c'est l'information continue, renouvelée, enrichie, parce qu'aujourd'hui, nous avons, je ne dis pas la concurrence et la complémentarité d'Internet. Tu vas t'asseoir, Benoît, et dans quelques minutes, vous pourrez, si vous voulez, interroger n'importe lequel d'entre nous, et d'abord aussi les éditorialistes. Eric, on va les prendre dans l'heure d'arrivée à l'antenne. C'est ça. Alors, Eric Israelovitch, une nouvelle année avec nous, je m'en félicite. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être encore plus mordant que d'habitude? D'abord, merci. Nous sommes très heureux de cette collaboration, les échos avec Europe 1. Et effectivement, venir tous les matins, c'est un peu difficile, parce qu'après, j'ai la deuxième journée. Parce que j'ajoute que tu es toujours en direct. Je suis toujours en direct dans le studio, et d'ailleurs, je prends un grand plaisir à venir dans la rédaction, parce que je pense que c'est un des éléments de la vie d'une radio. Et donc, effectivement, cette année, je pense que l'économie va continuer à être extrêmement animée. On l'a vu ces derniers jours. Fusion, grands programmes économiques, fiscalité, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à commenter, à expliquer d'abord. Plan de rigueur, comme dit Mme Lagarde, qui a si bien commenté ce matin Catherine Ney, oui, et Madame toute Lagaffe. la presse. Oui, on l'appelle déjà Madame Lagaffe. Oh là, oui, c'est pas gentil pour elle. Non, mais... Elle estime avoir dit la vérité. Ben oui, peut-être. Effectivement, elle a pris le point de vue d'un ministre de l'économie. Donc, tous les matins, j'essaie de commenter. D'abord, j'essaie d'expliquer, parce que je crois que l'économie, c'est parfois un peu compliqué pour les gens, alors que c'est la vie de tous les jours. Donc, expliquer. Et puis, effectivement, quand c'est nécessaire, quand c'est possible, de commenter, d'éditorialiser, d'être parfois, d'avoir un coup de gueule, de féliciter quelqu'un pour une action qu'il a menée, dans tous les domaines. Et voilà, c'est un peu mon... J'ai dit libre, impertinent, chaque fois qu'il le faut, anticonformiste, Catherine Ney. 3 jours par semaine, lundi, mercredi, vendredi. Oui, alors d'abord moi aussi je voulais te remercier de m'avoir confié cet édito le matin, et j'aborde cette rentrée moi aussi avec comme si c'était une rentrée des classes, avec un petit peu l'angoisse. Oui, c'est le jour. Et avec cette année peut-être des interrogations nouvelles, parce que d'abord on se demande toujours est-ce que je vais intéresser l'auditeur, comment trouver des angles nouveaux, et peut-être plus que jamais un ton, parce que c'est vrai, pour tous les journalistes politiques aujourd'hui, c'est vrai que l'actualité est tellement monopolisée, je dirais pas par un seul camp, mais par un seul homme. C'est que comment ne pas trop se laisser envahir, comment garder assez de recul, comment essayer d'apporter d'autres sujets pour évidemment contrer ce monopole. Je pense que c'est à la fois, l'actualité que le président produit, c'est une carte postale par jour. Alors on ne peut pas non plus ne pas en parler, mais ne pas se laisser envahir, prendre le recul nécessaire. Ça, Et ce qui serait intéressant au fil des jours, c'est de faire un suivi de ce qu'il dit, ce qu'il fait. Oui, absolument. Voir s'il y a des résultats. Oui, voilà. Donc c'est une petite difficulté de l'année, peut-être des années qui vont venir. Est-ce que tu connaissais ton voisin qui est exceptionnellement à droite aujourd'hui, Pierre Aski? Oui, je l'avais interviewé une fois. Oui, je le connaissais et je lisais ce qu'il écrivait dans l'IB. Et j'ai eu beaucoup de mal à ce que tu me dis, enfin, que tu révèles qui serait en alternance avec moi. Et tu me l'as dit, et tu remarqueras que j'étais d'une discrétion absolue. Je pourrais te faire d'autres confidences alors. Voilà. Pierre Aski, je suis très heureux que tu rejoignes la rédaction d'Europe, qui t'accueillera très bien. J'ai eu des signes là tout à l'heure. J'ai annoncé aujourd'hui ton arrivée. Beaucoup te connaissaient comme Jacques Pradel et d'autres journalistes qui t'avaient interrogé quand tu étais en Chine, quand tu as publié sur la Chine. Je rappelle que tu as été 26 ans, c'est ça? À Libé. Oui. Ah bien. Et dans 5 ans en Chine. Oui, 5 ans en Chine. Et tu es rentré parce que Serge July t'a appelé. Puis ensuite, avec quelques amis, vous avez créé Rue 89. Voilà, c'est une nouvelle aventure du journalisme français, en fait, qui a démarré le 6 mai. Il y a d'autres choses qui ont démarré le 6 mai, mais notamment ce site Internet.
qui est une nouvelle façon de faire du journalisme en France, c'est-à-dire que nous sommes un groupe de journalistes issus de la presse traditionnelle qui avons tenté de marier à la fois notre culture professionnelle, qui reste intacte et forte, avec la culture participative de l'Internet. C'est un site qui est ouvert à la participation de non-journalistes, et c'est un peu peut-être ce souffle que je pourrais essayer d'apporter. Oui, vous travaillez 24 sur 24. On travaille beaucoup parce qu'il n'y a plus de bouclage, un peu comme la radio, mais c'est vrai que sortir du rythme du quotidien pour rentrer dans le rythme de l'Internet, ça veut dire qu'on tourne tout le temps et qu'on se laisse avaler tranquillement et très sereinement par cette machine infernale. Tu as infernale. écrit des éditoriaux pour Libé, tu as fait des papiers, mais c'est la première fois que tu vas te livrer à cette expérience en alternance le mardi et jeudi avec Catherine. Absolument, c'est très intimidant pour moi. D'abord parce que j'aime pas me lever tôt. Ah, mon ami, il va falloir être là en direct. Hein. Et ensuite parce que c'est une expérience totalement nouvelle. Mais bon, j'espère que je vais essayer d'apporter peut-être un petit peu du ton Internet que nous essayons de développer sur E89. Très content que tu nous rejoignes. Merci. Et Christian Buchet aussi. Ce sont des gens que vous connaissez peut-être peu, que vous avez lus, quelquefois entendus. Christian Buchet fait des commentaires à Europe entre 6h et 6h25 depuis 2 ans. Cette fois-ci, pour la première fois, j'ai décidé qu'il y ait un commentaire sur l'environnement tous les jours à 7h22, 23 après Eric Israelevich. Christian. Merci de m'avoir fait intervenir après notre ami Israelevich. Bon, merci Jean-Pierre de m'avoir proposé ce challenge, même si mon horloge biologique va certainement en prendre un coup. Je ne suis pas vraiment du matin. J'ai eu grand plaisir depuis 2 années à vous parler de la mer. Et maintenant, je vais essayer de vous parler de l'environnement, du développement durable. Mais j'ai surtout envie de vous faire passer une conviction que je partage depuis très longtemps avec un certain nombre de mes confrères. C'est que l'environnement, c'est pas une somme de contraintes. C'est avant tout une chance, une véritable chance, parce que rien n'est perdu, tout est possible. Il y a plein de problèmes, mais il y a plein de solutions. Et je crois que l'environnement, c'est une autre manière de voir les choses. C'est peut-être une manière d'être plus qu'une manière d'avoir, et c'est peut-être infiniment mieux. Donc je ne vais pas vous révolutionner tous les matins. Non, mais vous n'allez pas nous faire 1 minute et demie. Mais la morale, chaque matin, vous donnerez des informations. Mais non, pas la morale. Non, mais vous faire partir de bon pied. Votre passion, c'était le climat, ce sont les océans, les mers, c'est ça? D'où vous venez, en 2 mots? Alors, je suis à la base historien des universités, si bien que j'ai toujours été choqué pour m'intéresser à longue durée par les politiques, je vous le cache pas. On a le sentiment que pour un homme politique, 5 ans, c'est le bout du monde. Et quand on s'intéresse à l'environnement, on s'aperçoit que 5 ans, c'est vraiment demain. Et donc, ce que j'aimerais essayer aussi le matin, c'est sortir la tête du guidon. Catherine également l'évoquait, c'est-à-dire voir quels sont les problèmes de la planète aujourd'hui, les solutions, pousser des cris sur un certain nombre de sujets qu'on n'évoque pas. J'ai envie de vous parler prochainement, par exemple, de la pollution lumineuse. Vous allez me dire, c'est uniquement pour les astronomes. Pas du tout, parce que si vous maîtrisez l'éclairage urbain, vous allez réaliser jusqu'à 30% d'économie. C'est considérable. Et en plus, on vivra mieux, il y aura moins de maladies. Quelquefois, il faut un revolver pour l'arrêter. Hein, il va être comme ça, mais passionné, passionnant. Merci. Christian Buchet, tous les matins, 7h22, 23. Pierre-Louis Basse, pour les 12-14 du week-end, très vite, et le bienvenu au club le lundi soir. Et c'est toi qui vas être chargé pour Europe 1. J'ai pas commencé, que tu me dis très vite. Oui, la journée spéciale Guy Moquet le 22 octobre et qui va commencer le 21. Ouais, je commence par Faites comme chez vous. Je suis très content de continuer. Je vais un peu te surprendre en disant que moi, j'invente rien. Je ne crois pas avoir inventé, sauf que c'est plus simple aujourd'hui parce que les mélanges sont plus simples à faire, sont plus naturels. Par exemple, la culture n'est plus au centre, elle est un peu partout. Donc c'est plus facile de passer, c'est vrai, d'un sujet à un autre. Mais je me suis nourri à Europe de gens comme Durand, je veux dire de gens comme Phil qui est là. Et ces gens m'ont nourri et m'ont aidé. Alors faites comme chez vous. Je suis très heureux de continuer en effet parce que pouvoir passer... Je veux dire de la trahison politique à Picasso, je veux dire de Pierre Daix, la mémoire, à d'autres sujets très différents. L'amitié, par exemple. Est-ce que l'amitié existe aujourd'hui encore dans une société de consommation? Tout ça, le samedi et le dimanche, on prend le temps de le faire. Et en plus, et c'est un vrai plaisir. Tu te déplaceras. Et on se déplacera, bien sûr, assez régulièrement. Bienvenue au club. Un mot quand même de bienvenue au club, parce que je pense qu'on
On ne trouve pas souvent un dialogue entre hier soir, pendant 2 heures, Phil Kenkraut et le kiosquier de la place de Clichy pour parler de foot, et que c'est aussi ça, bienvenue au club, et on prend beaucoup de plaisir. Guy Moquet, c'est autre chose, tu sais que bon, c'est une tragédie c'est vrai, qui m'a construit en partie. Il y a 5-6 ans, il était très seul, Moquet, quand j'ai écrit ce texte. Aujourd'hui, il y a une parole de la République qui vient. Il y aura des débats, on va pas prendre ça de façon très prétentieuse, avec la jeunesse. Je pense que le dimanche, je serai dans la carrière des fusillés à Châteaubriand, et que toute la journée du 22, on fera quelque chose de digne, voilà, et en même temps de pas figer, surtout pas figer. Pourquoi ça te touche personnellement ? Ça me touche parce que j'ai écrit un texte il y a 6 ans, que c'est ma mère qui, à l'âge de 15 ans et demi, jeune femme de 15 ans et demi, clandestine, a ramené clandestinement les planches sur lesquelles Guy Moquet et ses 26 camarades ont écrit leur dernière volonté. Et mon grand-père était dans le camp, s'est évadé un mois plus tard, donc c'est une histoire en effet personnelle et que j'ai voulu en finir avec un livre. 22 octobre, Voilà. Merci Pierre-Louis Basse. Marc Tonchot, pour les enfants d'Europe 1, je signale que Jacques Attali nous a rejoints. Je me félicite que tu sois là, Jacques. On va t'écouter dans quelques instants. On écoute Marc, ceux qui sont ici sur la scène et que tu reconnais. Et puis ensuite, nous discuterons quelques instants. Et puis Michel Field et Olivier Duhamel. Marc, les enfants d'Europe 1. Les enfants d'Europe 1, moi j'ai l'impression d'être un cuisinier devant ses fourneaux, c'est-à-dire que la recette a plutôt été appréciée, elle a été dégustée par les auditeurs. Donc je vais recommencer, je vais m'y remettre, mais simplement on va introduire des petites variantes, on va mettre des épices, on va mettre des condiments, on va peut-être faire des assortiments, donc les émissions elles seront diverses. Qu'est-ce que tu as trouvé dans les profondeurs des archives d'Europe 1 ? Oui, il y a plein de choses dans les profondeurs des archives d'Europe 1, et puis il y a des archives qui ne sont pas si profondes que ça d'ailleurs. L'essentiel c'est de pas faire dans la nostalgie. L'essentiel, c'est de ramener des choses, c'est de faire de certains enfants d'Europe 1 le centre de l'émission, et puis de faire de certaines thématiques le centre de l'émission, et puis de faire aussi des pépites le centre de l'émission. Il y a des souvenirs que je garde. Donne quelques exemples. Bon, je sais pas, quand on fait écouter à Eric Orsena, académicien français, un texte qui est lu, qui est récité par Georges Brassens et qui est un des chapitres de Terre des Hommes de Saint-Exupéry, et qu'on voit tout d'un coup Eric Orsena qui a peut-être une petite larme qui est en train de couler au coin de l'œil, c'est quelque chose qui fait plaisir. Ou une discussion entre Sylvain Floira et Marcel Dassault. Par exemple, cette discussion qui était d'ailleurs dans le cadre de Découverte, quand tout d'un coup, comme 2 anciens qui ont commencé l'un à raboter des hélices et l'autre à mettre son nez dans les moteurs, quand tout d'un coup il commence à dire c'est aussi un vrai moment de bonheur. Il y en a plein d'autres. Et c'est pourquoi l'émission continuera. Ouais. Et je veux ajouter et préciser que Marc Tronchot vient d'être nommé par Didier Quéot, sur ma proposition, directeur des fonds éditoriaux et des patrimoines du groupe auprès de Julien Billot. Tu t'occuperas, ce sont tes passions, du son, de la photo, de l'image et d'Internet. Le patrimoine, je veux dire, à un certain moment, c'était du droit notarial. Grâce à l'international, c'est devenu aussi le patrimoine de l'humanité. Je vais essayer de m'occuper très modestement du patrimoine d'un groupe qui est très riche. Les enfants ou les nouveaux enfants d'Europe 1. Alors, Faustine Bollard, vous commencez parce que tout à l'heure, vous allez à l'antenne. D'abord avec Morandini et ensuite vous commencerez à 14h. Qu'est-ce que vous allez faire ? Dans quel esprit ? Alors, il faut qu'on en parle. Déjà, je voulais vous remercier parce que je suis très, très, très fière d'être là, Jean-Pierre. Et je remercie aussi Muriel de me confier cette tranche. Ça fait 4 ans que je suis à Europe 1 aux côtés de Jean-Marc Morandini. Et là, j'ai enfin ma propre émission. Donc, je dors plus, je mange plus, je respire plus, forcément. Et je suis très contente. Alors, il faut qu'on en parle. C'est un magazine d'actualité de société, interactif, dynamique, très rythmé. Comme je vous disais, j'ai été élevée à l'école Morandini. Alors, il y aura vraiment le même rythme, j'espère. En tout cas, j'aspire à ça. C'est un magazine féminin qui s'adresse à toutes les générations. Et puis on va essayer d'échanger, de partager, puis de s'amuser aussi, parce que ce sera aussi un peu une émission de divertissement. En tout cas, j'espère qu'il se passera des choses. Alors venez nous écouter, puis vous nous direz. Bonne chance, et pas trop le track, même si on sait que pour une première, c'est tout à fait normal. N'est-ce pas, Michel Simès? Comment on soigne le track? Je sais pas, mais je veux dire à Faustine que si tu n'arrives pas à dormir, tu m'appelles. Je suis médecin, je peux peut-être faire quelque chose pour toi. Vous allez m'épuiser plutôt. C'est ma réputation qui me précède. Juste quand il y a 3 ans, quand Jean-Pierre
vous m'avez donné rendez-vous dans votre bureau, je me souviens très bien, vous m'aviez dit, Simès, vous avez carte blanche pour faire une émission médicale, mais surtout, ne parlez jamais de maladie. Alors, c'est ce qu'on essaye de faire tous les samedis, alors je suis bien sûr pas tout seul. C'est pour ça que tout le monde est guéri avec vous. Voilà. En tout cas, j'espère qu'on n'est pas malade à la fin de l'émission, donc je suis pas tout seul dans Comment ça va bien, qui gagne des auditeurs à chaque sondage, donc on va pas bouleverser la formule. J'ai 3 alcooliques, il y a Anne Le Gall qui est actuellement en train de travailler à la rédaction, qui est spécialiste santé. J'ai Véronique Jacquinet qui doit être quelque part par là. Si Véronique, tu peux te lever. Non, elle ne veut pas se lever, elle est là. Elle est là-bas, tout au bout. Alors Véronique, si j'étais délicat, je dirais que c'est l'ingénue, la candide de l'émission qui pose des questions intelligentes. Si j'étais pas délicat, je dirais qu'après 2 ans d'émission, elle a toujours rien compris à la santé et à l'anatomie et qu'elle pose des questions débiles, mais en même temps, c'est son rôle et elle le fait très très bien. Merci Véronique. Christophe Brun qui est là, tu peux te lever Christophe. Alors lui c'est le Schwarzenegger de l'émission. Je dis bien Schwarzenegger et non pas Van Damme parce qu'il montre toutes les semaines et il vous l'a montré tout l'été avec des chroniques quotidiennes qu'on peut être intelligent et musclé. Et on lui... ne peut plus l'entendre dire qu'on peut traverser le désert en courant. Mais non, parce qu'il aime beaucoup parler de lui aussi. C'est ça, il aime beaucoup parler de lui, donc il nous raconte toutes les semaines qu'il a fait le marathon des Sables, qu'il va faire le marathon de Paris. Mais au moins c'est un type qui sait de quoi il parle et il nous explique le bien-être, la santé, etc. Et puis moi, je dirige un petit peu tout ça avec cette pointe de poésie, de romantisme carabin, parfois exceptionnellement à connotation sexuelle, mais c'est très rare. Et voilà, tout ça, j'ai acquis ça dans les salles de garde, donc je peux pas m'en passer, quoi. On continue tous les samedis matins. C'est bien, Michel, et en plus ça marche. Et les auditeurs appellent, vont continuer à appeler, et il vous arrive de donner de bons conseils pour éviter d'être malade. Faire de la prévention. J'essaye, oui. Je vais donner mon portable, donc, encore une fois, à Faustine pour faire en sorte que tout se passe bien cet après-midi. Je crois qu'il se passe un truc entre nous. Frédéric Tadei. Je suis heureux qu'on continue et que même votre présence à Europe 1, moi je vais le dire parce que ça me fait plaisir, est inspirée France 3. Parce que vous apportez beaucoup à la culture en France aujourd'hui. C'est vrai. D'ailleurs, ils m'ont toujours dit que c'était pas du tout l'animateur de Paris Dernière qu'ils avaient engagé, qui était segmentant. C'était l'animateur d'Europe 1, qui était un